Pour moi, la virilité, c'est un modèle has-been dont il faut se départir. En fait, c'est trop injonctionnel, c'est trop oppressif pour se sentir libre. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est de faire exploser, c'est le corset des hommes, faire exploser ce corset pour aller fouiller dans ton propre chemin, dans ta masculinité à toi, en fait. Je crois qu'il y a, de la même façon que les féminités sont multiples, il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes. C'est quoi le masculin, en fait? Donc c'est peut-être ça qui serait intéressant d'aller regarder, c'est la virilité qui correspond à un modèle de société, je le mets un peu de côté, je vais aller me visiter moi en fait, de quoi j'ai envie, et justement, quel est ce corps en fait que j'habite? Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Dom. Où est passée la sensualité masculine? Pourquoi le corps des hommes reste-t-il si peu exploré dans notre imaginaire collectif et dans nos discussions sur l'intimité? Ce sont des questions profondes que Karen Kahuela aborde avec passion et sensibilité dans son livre Le corps sensuel masculin. Dans cet épisode, Karen nous partage son parcours singulier entre créativité débordante et recherche d'authenticité. Nous explorons comment la virilité, la sensualité et les représentations du masculin se sont construites à travers l'histoire. De l'Antiquité à nos jours, elle met en lumière les conditionnements patriarcaux qui ont effacé la sensualité masculine, tout en ouvrant des pistes pour se réapproprier cette part de soi. Nous échangeons également sur son processus de création, notamment dans sa lingerie, pensée pour reconnecter les hommes à leur intimité. Et si l'on redéfinissait ensemble le masculin pour permettre à chacun de se retrouver pleinement et librement dans toutes ses facettes? Bonne exploration et bonne écoute. Bonjour Karen. Bonjour Loïc. Bienvenue dans cette série Regard de femme et dans ce podcast. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui est présent là pour toi? Comment je me sens? Je me sens chargée de l'énergie des commencements. Tu sais, janvier, ça me fait toujours un peu ça. Un peu la page blanche sur laquelle je peux mettre toutes mes couleurs. Donc c'est assez exaltant. J'aime bien cette période. Mais je partage le son aussi, moi, de cette énergie à développer des nouvelles choses après ce ralentissement à ce point d'hiver. Oui. Et ça fait relativiser aussi sur les choses où on se dit, il y a toujours une possibilité de recommencer. Donc. Oui, vivre avec les cycles, on en parle de temps en temps et on en parlera sûrement toujours plus dans ce podcast. Et bien écoute, moi c'est en surface, il y a beaucoup de fatigue, mon corps est fatigué. Et en fond, il y a de la joie, puisque effectivement, comme on en discutait en off, je sors d'un gros week-end avec l'organisation d'une ecstatic dance et d'une journée pour les hommes. Et voilà, des moments
des espaces de partage, de connexion, de reliance, de joie, de peine aussi, mais en tout cas d'authenticité, j'ai envie de dire. Et c'était beau à en être témoin. Donc voilà. Célébration, bravo. Ouais, merci. C'est du bien, ces espaces. Ouais, oui, et ça me donne plein d'énergie pour la suite. Faut juste que mon corps se repose. Ça va le faire. Chaque début d'interview, pour moi, j'aime donner l'opportunité à mon invité de se présenter, comme qui il est, et ce qu'il fait, comme il ou elle en a envie. Comment tu te présentes, toi, Karen? C'est pas facile pour moi de répondre à cette question parce que ça change tout le temps. Mais c'est ça qui est fun, je trouve, non? Oui, voilà, de se réinventer. Ça, c'est sûr. Mais je pense que je me sens fondamentalement une exploratrice du vivant. C'est-à-dire, j'ai ce goût d'apprendre, de chercher, d'explorer. Euh, bah, artiste assurément aussi. Beaucoup de créativité en moi. Et puis j'ai une multitude de cordes à mon arc, ce qui fait que je jongle avec plein d'activités. Donc mon quotidien est en général assez rempli. Voilà, j'ai parfois l'impression d'avoir eu plusieurs vies. C'est assez jouissif. C'est aussi cette fameuse page blanche qui s'ouvre. Je me dis tiens, comment je vais me réinventer aussi cette année. Bon, c'est bien aussi tu vois, l'âge avançant, de calmer un peu les ardeurs. C'est pas simple des fois. Oui, ça dépend des natures. En tout cas, Oui, tout à fait. la mienne tend à se calmer. Tu vois, j'ai eu une vie à Paris dans le milieu du spectacle. J'ai une vie en yourte à 1000 mètres d'altitude, à vivre un peu en ermite. J'ai eu j'ai cette vie où je crée de la lingerie artisanale en Ariège. Enfin voilà, c'est une multitude de facettes. Est-ce que tu trouves dans ces facettes, en tout cas dans ces passages de vie? Bon, j'y trouve tout ce que je suis, c'est-à-dire que chaque facette me constitue et j'ai pas l'impression d'être l'une d'entre elles isolément. Je pense que je suis composée de tout ça en fait. C'est comme un moment on me demandait mes collections de lingerie en fait sont colorées de tous les personnages que je suis intérieurement. Donc il y a eu des collections très DS, il y a eu des collections plus fun, plus rock, il y a eu des collections, tu vois, à chaque fois c'est d'autres regards portés sur mes petits personnages intérieurs. Nous sommes des boules à facettes, comme je dis souvent. Exactement ça me va. Et on les éclaire petit à petit, en tout cas. J'aime bien cette image. En tout cas, tu es là notamment pour parler d'un livre que tu as écrit et qui est sorti récemment, qui s'appelle Le corps sensuel masculin. Et comment tu le pitches, comment tu le présentes, toi? Eh bien, tout d'abord, c'est pas le livre dans son entier. Là, c'est vraiment le premier volet. En fait, ce livre est parti un peu d'une anecdote. Et au début, je pensais écrire un livret parce que sur mon site, parmi mes multiples activités, j'écris des petits livrets pédagogiques. Le premier, c'était sur la méthode thermique de contraception naturelle pour les hommes, et le deuxième livret c'était sur l'intersexuation, qui est un sujet que je trouve passionnant et dont on parle très peu. Et tu vois, c'est des petits livrets condensés, donc qui font une 50aine de pages. Et suite à cette anecdote, que j'ai écouté un podcast de Maya Mazorette qui parlait de l'érotisation du corps de l'homme. Et moi, faisant de la lingerie, tu vois, notamment de la lingerie pour les hommes, je me suis dit, oui, écrire sur l'érotisme du corps masculin, ça me parle. Alors, de fil en aiguille, l'érotisme est devenu sensualité parce que ça me parlait plus. On verra ça plus tard si tu le souhaites. Mais en commençant à écrire,
j'ai vu petit à petit l'ampleur du phénomène et je me suis dit c'est pas du tout un livret que je vais écrire, c'est beaucoup plus que ça. Et je me suis dit ok, je peux imaginer un livre, mais de quoi est constitué clairement ce livre? J'avais une présentation en Suisse pour une petite table ronde pour parler de ce sujet, avec donc une deadline. Euh, je crois qu'en 6 mois, j'ai écrit le premier volet. 6-8 mois à peu près. Mais j'ai dû me couper à cet endroit-là de l'histoire que j'avais envie de raconter, parce que ça m'a complètement dépassé en fait tout ça. C'est-à-dire Ouais. que je suis partie dans une enquête énorme. Hmm. Et donc le livre dans son entier sera constitué de 4 volets. Et là, je suis en train de d'écrire le deuxième actuellement. Hmm. Voilà. Et donc le premier volet qui fait 200 pages, ça parle de tout ce qui a façonné nos corps et nos conditionnements. Euh, et donc je parle de tout ce qui a composé le socle de l'idéologie patriarcale. J'ai beaucoup lu pour constituer un maximum enfin une bonne source d'information, tu vois. Hmm. Euh, et, euh, et voilà, je remonte à moins 100 000, non, à 5000 ans d'histoire, donc à Hmm. moins 3000 avant Jésus-Christ, où, où pour moi, l'histoire du patriarcat a éclos. Hmm. Et je me souviens que tu m'as dit, puis je crois que tu le dis en intro du livre, en fait, t'es parti du postulat, je crois, comment on dit, euh, oui, c'est dans notre société, c'est beaucoup le corps féminin qui est objectisé, certes, mais aussi sexu. Alors quand même pas, j'ai peur de pas utiliser le bon terme, mais peut-être que tu le diras mieux que moi. J'ai du mal à trouver mes mots là. Ouais. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre, mais est-ce que j'entends dans ce que tu me demandes que, en fait, tu veux parler du fait que aujourd'hui, euh, se définir homme, c'est surtout ne pas se définir femme. C'est-à-dire que le masculin, aujourd'hui, enfin, dans cette construction idéologique, refoule tout ce qui concerne le féminin, dont la sensualité fait partie. C'est pour ça que mon titre et mon propos s'est orienté vers la sensualité euh, de l'homme euh, aujourd'hui. Où est la sensualité masculine, où peut-elle s'exprimer en fait dans notre société actuellement? Ouais. Et je vais retrouver le terme, c'est pas grave, je vais prendre le temps. Ouais, sur le fait qu'en fait il y a une érotisation du corps féminin, mais pas du tout du corps masculin, et que tu expliques que pour les femmes il n'y a pas c'est pas d'imaginaire, mais ou de fantasme ou de ce côté-là, puisque il y a un tabou autour de cette sensualisation, sur cet érotisme. Alors peut-être que tu peux nous apporter une différenciation entre ces termes, toi. Mais Oui, alors justement, c'est Maya Mazoret qui parle de ça précisément. C'est de là hmm, que je suis partie, c'est-à-dire que elle marque le fossé qui existe entre l'érotisation, la surérotisation du corps féminin, comparé au manque total de visuel érotique masculin. Alors moi, j'ai quand même fait un peu de recherche sur Internet et puis très vite, si tu tombes, enfin, tu mets sexy, hmm, etc., tu vas tomber surtout sur tout le catalogue gay, mais très peu en matière. Enfin voilà, ça concerne très peu d'hommes. Et elle parlait du fossé qu'il y a entre euh, juste typiquement d'un point de vue féministe, à partir du moment où les femmes ont accès à une imagerie érotique masculine, elles peuvent développer leur imaginaire, comme le font les hommes aujourd'hui, en fait. hmm, C'est-à-dire que les hommes ont tout comment dire, ont tout un catalogue de films, d'images, de photos, de tout ce qu'on veut qui traite de l'érotisme
féminin, mais les femmes en retour ne l'ont pas. Et c'est vrai qu'elle pointe le fait que beaucoup de femmes euh, partagent qu'à un moment donné dans leur couple, elles ont plus de désir pour leur partenaire, mais voilà, il se trouve qu'elles ont pas vraiment de quoi triper non plus. Et donc elle, c'est ça. Voilà, Maya Mazorette parle de ça. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti magnifique, qui s'appelle Lusted Men, sur. Enfin, c'est que des photos en fait de d'hommes dans voilà, dans un imaginaire sexy, mais qui ne vient pas caricaturer le féminin, qui soit vraiment propre à l'univers masculin aussi. Donc je trouve ça très joyeux de venir à ça enfin aujourd'hui. Oui, c'est vrai que là, quand tu en parlais, les rares images, peut-être, il y avait les dieux du stade, un peu une époque qui mettait un peu en avant le corps du masculin, mais bon, ça, c'était un peu caricatural, non? Ben, en fait, moi, ça me fait directement penser aux Jeux Olympiques, aux Grecs, et Au donc grec, c'est chargé des codes de l'époque, et c'est pas forcément, je pense. Alors certes, il y avait une forme d'érotisme à l'époque hédoniste, mais c'était très codifié, et c'est là que à partir de là aussi dans l'Antiquité que sont bâtis tous les codes du masculin aujourd'hui. Donc force, puissance, muscle, hargne, tu vois, esprit de conquête, tout ça. Donc c'est ça aussi qu'on voit dans les dieux du stade. Je suis pas hyper fan. Là, justement dans ce livre, hein, si tu as l'occasion de regarder ce que j'y trouve et qui me manquait moi justement pour nourrir aussi tout cet imaginaire dont j'ai besoin en tant que femme d'érotisme masculin, c'est toute cette sensibilité. Et donc il y a beaucoup de représentations d'hommes qui pourraient être aujourd'hui classés parmi les hommes qui manquent de virilité. Mais pour moi justement assurément c'est là je trouve qu'ils expriment un maximum de sensibilité, de sensualité, tu vois, qui vont dans leur authenticité. C'est très très beau à voir. Ouais, ça, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vu Guillaume de Brébisson au micro de ce podcast il y a quelques jours, et je lui disais que c'était, ça me connecte en tout cas à ça sur ce fait que je me suis rendu compte ces derniers temps que beaucoup de femmes répondaient aux désirs des hommes, mais ne répondaient pas à leurs propres désirs. Et est-ce que ça joue là-dedans, j'imagine? Ça, c'est énorme. C'est quelque chose créant de la lingerie depuis presque 20 ans, je dirais 18 ans. Je suis régulièrement confrontée à ces femmes qui vont acheter quelque chose pour faire plaisir avant même de se faire plaisir à elles-mêmes. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Moi, j'ai vraiment créé une lingerie qui vienne nourrir les femmes en profondeur dans leur puissance personnelle, parce que je pars du principe, et c'est ce que j'exprime dans enfin, je peux pas lire à toutes les femmes sur mon stand, tu vois, je suis dans plein d'endroits où les femmes peuvent pas entendre ce genre de discours, mais je pense que dès lors que toi tu te nourris et que t'es en suffisance, tu peux partager, tu peux offrir. Mais si t'es déjà toi-même avide, ce que tu offres en fait, c'est tu vois, c'est tes réserves, c'est pas très bon. Donc oui, dans cette idée de donner avant même de se nourrir soi-même, c'est malheureusement quelque chose qui est très répandu, et je pense qu'il est très culturel aussi. Oui. Et puis qu'on voit dans différentes strates, du coup. Et du coup, on a parlé de sensualité et érotisme. Quelle différence t'y mets, toi, dans ces deux mots? Alors, c'est pas tant dans la différence que j'y mets que dans l'évolution des définitions. Tu vois, j'en parle dans le livret. Au début, je définis un peu les choses. Qu'est-ce que la sensualité? En fait, la sensualité, dans sa définition première, c'est très intéressant parce que c'était tout ce qui était relié à ses sensations intérieures. Donc, c'est
typiquement, ferme les yeux, porte ton regard à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens dedans? Et c'est devenu quelque chose. La définition a switché au XVIe siècle. C'est devenu quelque chose qui était porté vers l'extérieur. Sensualité pour plaire, tu vois, dans un but extérieur à soi. Et l'érotisme, pour moi, c'est pareil, parce que l'érotisme, pareil, pour moi, dans son sens premier, c'est l'énergie de vie, c'est ce fluide fondamental qui circule en chacun de nous, et c'est devenu une représentation folklorique, tu vois, de quelque chose qu'on offre à l'extérieur. Donc voilà, c'est des nuances tout ça. Mais la sensualité, je vais plus la ramener à quelque chose de sensible, de subtil, et qui est caché à l'intérieur de soi, tu vois, qui nous appartient. Et des sens aussi, du coup, de nos sens, parce que moi, tu vois, ça me connecte direct ou venir, par exemple, je sais pas, caresser une feuille d'arbre, tu vois, quelque chose de très sensuel. Absolument, absolument. Ça se joue sur les perceptions, donc utiliser tous tes sens. D'ailleurs, pas que les sens connus, il y a tous les autres dont on parle pas et qui sont hyper importants. La réaction à la chaleur, au froid, à l'espace, en fait tout ce qui nous entoure. Et du coup, tant qu'on est dans les définitions de mots, et pour aller dans cette direction de cette histoire qui nous a façonné, la virilité, parce que tu l'expliques un peu dans le bouquin. On parle très souvent de virilité, mais finalement, d'où vient ce mot et quelle est sa racine? Virilité, alors écoute, ça vient du mot vir, vir qui, je crois, veut dire. Alors tu regarderas exactement dans mon livret, mais je crois que ça veut dire le sexe masculin, dressé, voilà, le phallus, je crois. Et du coup, c'est intéressant de poser cette question parce que il y a un des livres que j'ai lu et qui m'a passionné, c'est celui d'Olivia Gazelet, tu connais probablement. Le mythe de la virilité. Voilà, est devenu un peu mon livre de chevet. Olivia en parle très bien. Elle explique pour elle la différence entre les masculinités qu'elle met au pluriel, qu'elle considère comme étant multiples, et la virilité qui est cette idéologie qu'on a créée et qui compose le socle du patriarcat. En fait, c'est vraiment un modèle difficile à atteindre et impossible à maintenir. Qui demande tant d'efforts. Qui demande tant d'efforts. De sacrifices, de peine, et pourquoi? Et du coup, bah, tu t'expliques dans le livre que tout ça commence avec un certain Gilgamesh, si je me trompe pas dans les de Gilgamesh, ouais. Oui, moins 2000 ans ou moins 3000 ans avant Jésus-Christ, hein, c'est ça? 3000, ouais. Et donc, ouais. Moi, ça m'a fait bizarre de me dire, waouh, on a hérité de tout ça et ça date de 5000 ans quand même. De cette image déjà d'homme et de cette naissance aussi de la supériorité du masculin sur le féminin, en fait. Oui. Alors c'est vrai. Bon, moi j'ai commencé l'histoire du patriarcat à ce moment-là. C'est-à-dire, pour moi, le mythe de Gilgamesh a révélé un changement total de civilisation. Et c'est là où, si tu veux, mon enquête s'est révélée beaucoup plus immense que ce que j'imaginais, parce qu'en fait, j'ai retracé ces 5000 ans d'histoire, mais avant, il y avait quoi? Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on a traversé 5000 ans d'une expérience patriarcale, mais qu'est-ce que c'est au regard de tous ces millénaires passés auparavant, qu'on a
complètement occultées, qui font quasiment pas partie de l'histoire. C'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est assez surprenant, parce qu'en réalité, c'est chargé de sens. Et c'est pour moi, c'est chargé du sens de pourquoi le patriarcat est arrivé, comment ça se fait qu'on vit ça aujourd'hui, tu vois. Je comprends qu'il y avait un style de vie qui était complètement différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Déjà, parce que donc Gilgamesh, je reviens à Gilgamesh, on a découvert, et c'est quand même assez récent, hein, je crois que c'est fin 18e siècle, on a découvert des tablettes d'argile qui datent de donc naissance de l'écriture, tu vois, écriture cunéiforme, c'est moins 3000 avant Jésus-Christ, moins 3005. Et on découvre tout ça, il y en a des milliers. Et donc il y a des chercheurs qui se mettent à essayer de comprendre en fait comment déchiffrer cette écriture, et puis en fait qui découvrent des bibliothèques entières, enfin toute une littérature de sumérienne en fait qui nous a précédés et qui parle de comment on vivait avant. Et c'est super riche parce que forcément on s'était fait des idées et c'est pas du tout voilà, par exemple la civilisation sumérienne, c'était une civilisation hyper avancée qui était une science très pointue, tu vois, qui comprenait les mathématiques, qui avait des formes architecturales super chiadées. Enfin, c'est fascinant d'étudier. Moi, j'ai découvert des auteurs Bottero et Kramer qui ont été passionnés par ça, tu vois, qui ont vraiment travaillé toute leur vie là-dessus, et c'est magique. Et donc Gilgamesh, on retrouve la tablette de Gilgamesh qui parle de ce mythe, de ce semi-dieu qui, pour moi, va amener le patriarcat, parce que avant Gilgamesh, il y a beaucoup de choses qui étaient différentes avant et après, mais en gros, avant Gilgamesh, les femmes avaient une place souveraine hyper importante. Elles étaient respectées. C'était matrilocal et matrilinéaire. J'ai failli dire matriarcal, ce qui n'est pas vrai, parce que j'ai fait des recherches là-dessus pour savoir s'il y a eu un pendant, tu vois, au patriarcat, et je réalise que non, de tout temps, visiblement, les hommes étaient des chefs. Mais les femmes étaient considérées comme légales des hommes. Donc, voilà, il n'y avait pas de femmes dirigeantes qui voilà, un féminin hégémonique qui écrasait l'autre moitié de la planète. Mais donc avant Gilgamesh, ça se passait comme ça, et il y avait donc ce qu'on appelait les prêtresses, qui étaient des déesses incarnées, donc des représentations en chair et en os de la grande déesse, la mère divine, la représentation du divin, leur divinité en fait, qui était à l'honneur pendant des milliers d'années. Et à partir de Gilgamesh, il a renversé la mère divine pour se mettre à la place sur le trône. Alors auparavant, les prêtresses avaient des amants temporaires, ce qu'on appelle. Donc il y avait toujours, ils formaient couple, hein, tu vois, il y avait des couples de dieux, des couples de demi-dieux. Il y avait en fait, ça marchait en parèdre. À partir de Gilgamesh, il s'est érigé seul sur un trône. Et puis surtout aussi, quelque chose d'important, c'est que à partir de cette époque, les remparts ont commencé à se bâtir tout autour des cités. Ça, il n'y avait pas de renfort, et donc quand voilà, les archéologues ont fait des fouilles et ont été surpris de constater qu'à partir d'une date, il y a eu besoin de se protéger. Et donc c'est de là que sont nées les guerres patriarcales qui ont engendré ce qu'on connaît aujourd'hui. Je trouve ça rigolo. Tu vois, dans l'extérieur, dans le visible, se construit des barrières, des murailles
qu'on pourrait ramener à l'homme qui s'en est mis intérieurement et de ne pas et tu parles de finalement alors je sais plus c'est à quelle époque, je sais plus si c'est à l'époque gréco-romaine, j'aime bien ce terme où tu parles de cette des humeurs des hommes qui devient quelque chose de euh, interdit. Bah, les humeurs, c'est les fluides. Tu parles peut-être en fait, il y avait des émotions. Ah oui, exact. Oui, je dis en fait, c'était tellement légiféré. Je crois que c'est dans la Rome antique où les hommes n'avaient pas le droit de cracher. En fait, tout ce qui sortait du corps, tout ce qui était humide et qui sortait du corps était considéré comme féminin, donc proscrit. C'est allé super loin en fait. Quand on voit d'où on vient et toutes les injonctions, toutes les choses qui nous ont été interdites, tout ce par quoi on est passé, on comprend aujourd'hui, on comprend mieux toutes les peurs qu'on incarne en fait. Oui, c'était assez étonnant de découvrir dans ton livre effectivement cette histoire de fluide, que ce soit par exemple le sang aussi. Le sang qui coule sur les champs de bataille, mais qui est acquis avec force, etc. Face au sang déversé par les femmes par leur menstruation, où d'un côté il y a quelque chose de glorifié, alors que de l'autre côté il y a quelque chose de négatif, en tout cas de Le morbide. ouais. C'est de là qu'est née la grande différence entre les hommes et les femmes, et surtout la justification de la domination. Parce que on estime que la femme est soumise à ces flux et qu'elle ne contrôle pas. Tu vois, dans toute la vie d'une femme, le premier sang, quand la jeune fille saigne pour la première fois, elle sait pas quand ça va lui tomber dessus. Ensuite, à chaque cycle, ça arrive plus ou moins à un moment. Si t'es réglé de façon un peu régulière, tu peux à peu près savoir dans quel créneau. Mais en fait, ça tombe dessus. Tu tombes enceinte. Tu vois, tu tombes, tu tombes des nues. D'un coup, t'es ménopausée, tu sais pas pourquoi. Puis en plus, c'est douloureux. C'est toujours des processus douloureux, avec beaucoup de sang, avec beaucoup de voilà. Et donc, à l'opposé de ça, les hommes sont considérés comme euh, des êtres supérieurs parce qu'ils sont dans la maîtrise. Le contrôle, oui, comme tu dis. Voilà. Et justement, la différence avec le sang, c'est que le sang des règles est subi, tandis que le sang que font couler les hommes c'est un acte volontaire. Et c'est devenu noble. On parle de la belle mort sur le champ de bataille. C'est vraiment cette idée que verser le sang, c'est un honneur. Et, et c'est dingue de réaliser que c'est à partir de ce constat-là que qu'on a donné la légitimité à l'homme de dominer et de dominer la femme qui ne sait pas se dominer. Et à partir de là, on a fait des grandes catégories. Donc tout ce qui est en effet liquide, tout ce qui est humide, tu vois, il y a eu des planches anatomiques de fait, des grandes distinctions biologiques pour expliquer que la femme, c'est tout le côté, c'est relié à la terre, à la mort, à l'aspect sombre. Tu vois, c'est tout ce qui gravite vers le bas en fait, tout ce qui est lourd. Et le masculin, en revanche, c'est tout ce qui s'élève. C'est pour ça aussi que l'homme a accès au monde spirituel. Il a droit tu vois, de procéder à des rituels sacrificiels, spirituels, parce que il a accès en fait aux cieux, ce que la femme n'a pas, puisque elle est collée collée à ses liquides et à la terre, à ses miasmes, à quelque chose d'englué. Oui. Oui, il y a le rapport au sperme aussi que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre, dans cette même à travers les âges en fait. C'est assez surprenant où il y avait apparemment vraiment des époques où c'était justement comme tu disais tout à l'heure que les hommes ne devaient pas cracher, c'était pareil, ils ne devaient pas éjaculer, que c'était un liquide précieux quoi.
Oui, et puis c'était surtout aussi pareil en liaison avec. Mais c'est là où cette virilité injonctionnelle est très compliquée à tenir. C'est parce qu'à la fois t'as les deux mouvements en fait. T'as à la fois on te dit donc c'était à l'époque romaine le gros phallus, le sexe qui éjacule sans arrêt, qui n'a pas de maîtrise, c'est relié au sauvage et au féminin. Si tu es dans la modération, à tout point de vue, au niveau de la taille de ton sexe, au niveau de l'éjaculation, au niveau de voilà, là t'as quelque chose qui se tient, qui se contrôle, et t'es dans la virilité. Et en même temps, paradoxalement, de tout temps, les hommes ont été obnubilés par leur sexe et avoir un gros sexe, tu vois. Donc c'est quand même assez surprenant de voir ça, et ça nous poursuit jusque aujourd'hui, notre époque contemporaine, les vestiaires. Oui. Ou bon, moi j'ai pas accès aux vestiaires des hommes, mais je sais pour ce qu'on me raconte que voilà, ça continue de. Ah oui, t'inquiète, moi plein de fois je me suis posé la question, hein, je me suis comparé, je me dis avoir cette inquiétude. Enfin, vraiment dans mon histoire d'homme, me dire mince, mais est-ce qu'elle est suffisamment grosse, quoi. Vraiment d'avoir ce questionnement, et j'en rigole aujourd'hui, mais je trouve ça incroyable en fait de devoir en arriver là, quoi. De se dire que effectivement être un homme passe par un de ces aspects, en tout cas. Je crois que c'est à la Grèce antique. Alors là, tout de suite j'ai perdu le terme, mais il me semble que j'en parle dans mon livre, où il y a une sorte de, comment on appelle ça, tu sais, comme une façon de prédire qui tu es en regardant le sexe, comme si tu regardais dans une boule de cristal et que tu voyais l'avenir de la personne. Et ben, ils arrivaient à lire la personnalité d'une personne dans le sexe. Et donc, c'est plus les lignes de la main, c'est mais c'est magique. C'est magique d'humour. Enfin, à l'époque, c'était très sérieux quand même, donc ouais. Voilà, il faut relativiser. Mais à lire, quand tu lis ça, c'est juste phénoménal, parce qu'en fonction, en effet, de si t'as la verge qui tourne d'un côté, et puis si elle est plus épaisse d'un côté, que tu vois, en fait, tout ça correspond à des traits de personnalité. Je te retrouverai le terme. C'est fascinant. Je pense que de tout temps, l'homme a été obsédé par son sexe. Et par son corps ou pas, alors, du coup? Ben non. Je pense que je crois que c'est Virginie Despentes qui dit que l'homme n'a pas de corps. Il est très préoccupé par toute la sphère mentale, intellectuelle, spirituelle. Donc c'est beaucoup de sorties vers le haut, mais pas forcément. Voilà, tout ce qui est dans le corps, tout ce qui est justement érotique, sensuel, appartient au monde féminin. Maintenant, l'homme habite un corps, mais c'est pour ça que je me suis penchée sur cette question de la sensualité de l'homme. C'est à quel endroit aujourd'hui les hommes sont-ils en connexion profonde avec leur corps? Et je vois bien qu'il y a plein de groupuscules, parce que je suis entourée de ces hommes-là qui cherchent à se réinventer aussi, et qui se remettent en connexion avec eux-mêmes, avec leurs pattes corporelles, avec la terre et avec leur aspect féminin. J'ai réalisé en écrivant ce livre que c'est pas tant de la sensualité du corps masculin dont j'avais envie de parler, féminin de l'homme. Et le féminin de l'homme, pour moi, ne concerne pas que l'homme. Ça concerne aussi le féminin de l'homme en la femme, en fait. Enfin, voilà, c'est un peu biscornu, mais je pense que tu auras compris ce que je veux dire. C'est tout ce qui est tout ce qui a été bafoué depuis 5000 ans l'a été chez les femmes, chez les hommes, mais il y a tous ces codes de non-féminisation, de non-féminité, enfin tout ce qui a été banni de nos comportements l'a été aussi chez les femmes. Il y a plein de choses chez les femmes qu'elles n'osent pas mettre en exergue. Oui, parce que tout de suite, c'est l'archétype, genre l'archétype de la salope ou des choses comme ça. Peut-être, bon, je vais dans l'extrême, mais il y a de ça, quoi.
Oui, c'est comme ça aussi qu'on a commencé à porter des jugements de valeur sur le féminisme. Une femme qui est dans la séduction, par exemple, ne peut pas être féministe. Ou c'est en passe de changer quand même tout ça. Mais à une époque, Hmm. c'était très contesté. Moi, à mon époque, enfin, j'ai été féministe très tôt quand j'étais au lycée. Euh, si t'étais féminine, Hmm. c'était antagoniste, tu vois, Ouais. féminine et Ouais. féministe. Alors que c'est quand même fou. Ouais, bah, pour moi, il y a des parts du féminisme, des mouvements du féminisme qui sont très masculins dans leur façon je dirais de communiquer ou ouais. Je trouve pas le mot, mais oui, oui, Surligné. C'est euh, Françoise Gange, qui est une autrice que j'aime particulièrement et que j'explore pour le 4e volet de mon livre, donc qui va traiter de toute cette époque de la grande déesse. Et Françoise Gange explique qu'en fait, à partir des guerres patriarcales, le monde s'est séparé de son aspect, de sa polarité féminine, hmm, et que on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, parce que si on ne vit que sous le joug de la polarité masculine, en fait, on vit au milieu des guerres et des conquêtes. Et c'est une guerre infinie. C'est une guerre infinie en soi, avec l'autre, en relation, dans le monde, dans l'univers. Enfin, c'est une guerre qui n'en finit pas. Et donc, c'est une question de super urgente, en fait, de réinjecter le féminin dans le monde, hmm, en chacun, en l'homme, chez les femmes, voilà. hmm. Se Ouais. réconcilier avec cette part-là, quoi. Oui. Et je pense qu'on y est et qu'on vit une ère remarquable, parce que on est dans, alors ça c'est ce que j'étudie actuellement dans le 2e volet, on est dans la 4e vague féministe, et pour moi justement c'est en train d'exploser une multitude de codes sur ce que devrait être un homme, une femme, etc. On est en train de questionner la notion de genre, et c'est magnifique, parce qu'en fait justement aujourd'hui enfin un homme peut être dans une forme de défaite. C'est ok. Hmm. Il peut pleurer. On commence, hein. On est à la naissance de ça. Il peut pleurer. Il peut perdre son job. Il peut foirer sa carrière. Tu vois, il peut s'habiller n'importe comment. Enfin, je veux dire, il y a eu des époques, c'était même pas envisageable une seconde. Hmm. Ouais, il y a encore du taf. Aujourd'hui, ça commence. Oui, il y a beaucoup. Et moi, je vais me permettre quand même, il y a encore du taf pour moi des deux côtés, parce que je Oui, vois encore beaucoup de femmes qui inconsciemment sont aussi, tu vois, ancrées sur alors je vais pas dire des canons de beauté, mais des conditionnements de la représentation justement du masculin, quoi, de qu'est-ce que doit être un homme, justement qu'il doit au contraire ramener apporter une sécurité extérieure, par exemple. Ça, j'ai beaucoup vu. Je le vois beaucoup des fois. Donc, et ça, c'est pour ça que, en écrivant ce livre, je me suis beaucoup questionnée sur la façon dont j'allais l'écrire. Donc, c'est un essai. Il y a beaucoup, c'est à travers mon prisme, mais j'ai pas envie de, comment dire. Il s'agit pas pour moi de tout envoyer valser. J'ai envie d'ouvrir, d'encurioser, j'ai appelé ça, c'est-à-dire d'amener hmm, la curiosité et d'oser pour ouvrir comment dire, ses perceptions en observant par quoi on est passé pour euh, que ça fasse des déclics à l'intérieur de soi. Il y a que en voyant la construction qu'on peut démanteler, je pense. hmm, Et on est le problème, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les hommes ou les femmes, on est tellement aux prises avec tout ça. C'est culturel, ça fait on nous assène des choses absurdes depuis des siècles. Donc, on est complètement noyé là-dedans. Et je pense que pour en sortir, hein, ouais, ça va être long. hmm, Step by step, on avance lentement. Mais tu vois, justement, pour rebondir sur le tout premier sujet qui était l'érotisme, l'érotisation du corps de l'homme, euh, bah, j'en ai parlé à des femmes autour de moi qui étaient outrées. Quoi, érotiser un homme? Moi, non, c'est pas sexy. Tu vois? Et je trouve que c'est hmm, intéressant. À l'endroit où les hommes se révèlent justement dans une vulnérabilité, quelque chose d'un euh, un petit peu plus fragile. Euh,
et ben il y a des femmes que ça excite pas, mais ok, moi je me pose juste la question de qui c'est que ça excite pas, c'est toi ou c'est la société qui t'a demandé de pas être excité pour ça? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense ressentir, mais qui nous ont été inculquées. Et donc juste de se poser des questions, en fait. Ok, maintenant, encore une fois, je ferme les yeux. Qu'est-ce que je ressens? Ouais, c'est tout ce parcours, en tout cas dans ce premier livre, est super intéressant. J'adore, j'ai adoré voir en fait à chaque époque ce que ça a amené, et c'est assez troublant de voir, par exemple, forcément le reni du féminin par les hommes, pour moi il est lié dans la sexualité forcément, et de voir à l'époque gréco-romaine, j'ai envie de dire, comment la bisexualité, l'homosexualité était encore très courant, avec tout un tas de codes, si j'ai bien compris. C'est super intéressant aussi à voir sur les, même dans ça me connecte à un moment, à des passages où tu dis, ou même dans la bisexualité, il y a des rapports de domination avec l'enculeur et l'enculé. Donc c'est assez. Merci en tout cas pour ce travail, parce que c'est assez chouette en fait de voir par quoi on est passé. Oui, cette question en fait, aujourd'hui, je comprends mieux cette peur viscérale de passer pour un homosexuel. Tu vois, en gagnant en féminité, en affichant un peu ta féminité intérieure, aujourd'hui, on peut rapidement être taxé de PD dans la cour des écoles. Tu vois, les petits garçons qui se font enquiquiner parce qu'ils sont un peu plus fluets que les autres. Et en fait, quand tu observes finalement de là où on vient, alors oui, le terme homosexuel, il est hyper récent. En fait, avant, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne dissociait pas les sexualités comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des cases pour tout. On a même sapiosexuel, pansexuel. J'en ai appris un dernier il y a pas longtemps. J'ai oublié. Scoliosexuel. Scolio. Oui. Et donc, à l'époque des Grecs, par exemple, non, mais il y a même un truc surprenant. Tout était autorisé. Donc, on vivait une forme de bisexualité naturelle. Mais oui, les rapports de pénétration étaient codifiés parce que un vrai homme ne devait pas prendre plaisir à être pénétré. Le vrai homme était l'enseignant, donc celui qui transmettait sa semence, son souffle, à l'élève, qui était un jeune pubère. Donc on peut voir ça avec des gros yeux aujourd'hui en se disant mon Dieu, cours, hein, des enfants. Mais à l'époque c'était toute une forme d'éducation. En fait, les petits garçons étaient construits, étaient éduqués sur cet aspect de la sexualité, sur aussi toute une dimension guerrière, donc avec un enseignement militaire, et puis l'éducation par les coups. Donc c'était quand même c'était assez ce qu'on appelle l'éducation spartiate. Ce qui nous est resté, c'était assez difficile. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il y a un gros problème avec, le problème persiste avec le fait pour les hommes de se laisser pénétrer. Même en couple, même en couple hétéro, juste une pénétration anale, c'est quelque chose de très confusant. Et au regard de l'histoire, on comprend mieux en fait d'où on vient. Moi, tout ça m'a appris à avoir beaucoup de compassion sur ce qu'on vit aujourd'hui, à apporter un autre regard sur les peurs. Je vois qu'il y a beaucoup de peurs, mais je sais un peu mieux aujourd'hui d'où elles viennent. Oui, comme on dit toujours, si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, et c'est ce que fait ton livre. Et
Ouais, non, mais c'est très intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé aussi l'époque du Moyen Âge avec où voilà, on commence à mettre des armures, tu vois, on cache le corps. Et moi, ça me fait bah, comme les murailles, les forts dont tu parlais tout à l'heure. Quoi. C'est ce qu'on dit des hommes. Hein, ils baissent pas l'armure, quoi. Oui, bah voilà, dans le livre en fait, j'ai passé un peu par toutes les époques qui m'ont paru charnières. Il y aurait beaucoup plus à raconter évidemment, mais Bien sûr. il y a eu pour moi Gilgamesh le déclencheur, parce que dans l'épopée de Gilgamesh quand même, ce qui est intéressant, ce qui a fait basculer l'histoire, c'est que l'homme de tout temps auparavant déifiait le féminin. La femme il y avait un vrai culte au féminin divin, et c'était euh, surtout lié au fait qu'on ne comprenait pas comment la femme parvenait à mettre des enfants au monde. Et pour eux, c'était de la magie, tout simplement. Et donc, ces peuples étaient nomades jusqu'au jour où les femmes, qui étaient décisionnaires à ce moment-là, proposent la sédentarisation euh, et l'agriculture. Et c'est là qu'en observant les animaux s'accoupler, les hommes ont compris leur rôle dans la procréation. Mm. Et à partir de là, il y a eu un switch. Ils ont voulu s'approprier la divinité. C'est-à-dire, c'est bon, maintenant, à nous, tu vois. Et donc, Gilgamesh, dans son épopée, dans son histoire, qui est bien longue, je vais pas la narrer ici, mais il est en quête d'immortalité. Il est en quête de sa divinisation. Et pour y parvenir à la fin, il est passé par moult péripéties, ça n'a pas marché. Et il comprend qu'en fait, la seule façon pour lui d'accéder à l'immortalité, c'est d'immortaliser son histoire sur tablette d'argile. Et en fait, encore aujourd'hui, on parle de Gilgamesh. Il a été rendu immortel. Il s'est rendu immortel, en fait. Et voilà, d'où le départ de l'histoire, du patriarcat. Ça a été ça. De là, de conquête en conquête, on a coupé la tête de toutes les déesses, de toutes les prêtresses qui incarnaient le divin féminin pour prendre leur place. Ensuite, les Grecs ont mis en place, eux, le gros phénomène de misogynie. Mm. Et ouais, ils ont vraiment posé les bases de ça. Les Romains, c'est le corps militaire, hein, c'est terrible au niveau de la dureté physique de ce que les hommes ont enduré, se sont fait endurer à eux-mêmes en fait. Ça a été vraiment très très dur, très violent. Le corps moyenâgeux, c'est vraiment le corps religieux, donc Oui, les sauf qu'il y a les châtiments religions. corporels. Voilà. Donc là, plus de corps du tout, on n'est que dans la tête. C'est vraiment que la tête. Et ensuite, là, je fais vraiment une grosse synthèse. Hein. C'est toute la médicalisation et donc 19, 20e siècle où on arrive aussi à la psychologie, à la psychiatrie, qui vont aussi poser des bases fondamentales dans la différenciation des sexes. Mais voilà, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est la naissance du féminisme et la grosse mutation qui s'opère depuis le 20e. Mm. Il y a beaucoup d'espoir dans tout ça. Je pense que on se rend pas bien compte, mais on vit une époque incroyable. Bouge. On est là justement pour les faire bouger. Oui. Mais merci pour ce, ce résumé. J'ai envie de dire, de toute façon, on invitera les auditeurs à se pencher vers ton livre pour avoir plus de détails parce que c'est très, très nourrissant. Et, moi, je voulais te remercier parce que, tu vois, je lisais une publication il y a quelques temps qui était écrite par un homme d'ailleurs, qui disait être un homme aujourd'hui, c'est privilège ou fardeau. Et il finissait par la conclusion en disant privilège. Et alors moi j'ai envie de dire bah non, pour moi c'est certes un privilège sur tout un aspect de notre société clairement, mais c'est aussi un fardeau sur tout un autre pan. Et c'est ce que tu dis dans ton livre vers la fin où tu dis être un homme est un privilège et un piège. Mm. Oui, c'est encore une fois, c'est Olivia Gazalet qui questionne la posture du dominant et qui dit voilà, qui en tant que dominant aurait envie de questionner sa posture, tu vois, à partir du moment où t'as
t'es assis sur le trône. Mais en fait, c'est d'observer, de lever la tête et de voir que t'as une chape de plomb au-dessus de ta tête et qu'en fait, la place du trône, c'est pas la meilleure du tout et qu'il y a aussi une oppression considérable exercée sur les hommes aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on traîne les pots cassés de ces 5000 ans d'histoire de domination patriarcale. Tu disais que toi, ça t'a amené un nouveau regard sur les hommes, de faire tout ce travail d'investigation et d'écriture. Qu'est-ce que toi, ça a changé dans tes rapports aux hommes? Eh bien, alors, c'est drôle parce que la réponse que je vais te faire, hein, elle me surprend moi-même. C'est que, en fait, je me trouve dans un moment de grande liberté avec tout ça. C'est-à-dire que je crée de la lingerie, une petite collection pour hommes depuis le début, enfin depuis de longues années. Et à chaque fois, c'est très difficile pour moi parce que je la mets, je l'expose sur les salons des métiers d'art, etc. Et en fait, je me fais beaucoup moquer. Ça met les hommes très mal à l'aise et c'est très critiqué comme étant féminin. Voilà, pour eux, ça leur parle pas parce que voilà, je fais des choses qui me ressemblent aussi, mais qui sont pour les hommes. Et depuis tout dernièrement, depuis mes recherches, je me suis dit, je pense que plutôt que d'être à l'endroit de jonction où j'ai envie de plaire à tout le monde, tu sais, à la fois d'amener du masculin dans ce que je fais et à la fois tu vois, de pas trop offusquer ces hommes dans les salons, etc. En fait, j'ai envie de faire péter tous ces codes et de me dire, allons franchement dans ce que j'ai envie de faire et d'offrir pour les hommes aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai envie d'offrir, c'est des boxers en dentelle. C'est des choses qui amènent justement dans l'intimité. Donc, c'est juste pour toi, c'est caché, tu vois, personne ne le voit. A priori, t'as un pantalon sur toi. Donc, il y a que toi qui sais que tu as ou de la soie ou quelque chose, tu vois, de très sensuel, même la peau. De ressentir. Et de ressentir ça. Et là, je suis en train justement, j'ai une petite collection capsules en gestation qui va encore plus loin, où j'ai envie, alors là, pour la première fois de ma vie, je fais des strings. J'en ai jamais fait. Parce que je trouve ça confortable. Moi, personnellement, pour les filles. Mais j'ai des copains qui m'ont dit, mais si, c'est génial. Ok. Essayons. Donc, je suis partie dans d'autres formes. Je fais des jockstraps, des strings, des boxers en rési transparent. Enfin, voilà, je m'essaye dans des domaines qui pourraient être assimilés encore une fois au business gay, alors que non, en fait, j'ai beaucoup de copains. Récemment, j'étais voilà, j'ai passé une petite semaine avec des gens super, et il y a des hommes qui m'ont acheté des pièces que j'avais réalisées pour les femmes, mais pour eux-mêmes, ils les ont achetées. Ok. Et je me suis dit, mais c'est formidable. Alors, tu vois, j'ai créé une petite collection de jupes qui à la base était destinée aux hommes, donc jupes pour hommes, et j'ai décidé de les intituler juste jupes. D'arrêter de sexuer les choses et de faire voilà, ce qui sort de moi n'est pas, j'arrête d'être en suradaptation. Tu vois, j'essaye de m'adapter à un public, j'offre ce que je suis capable d'offrir pour créer un monde que j'ai envie de voir naître. Ouais, c'est marrant, c'est un exemple tout simple, mais ça, tu vois, moi, depuis justement d'être toujours plus à l'aise avec cette part du féminin en moi, et depuis quelques années, je kiffe avoir des vêtements de couleur. Tu vas chez Decathlon, tu vas dans des trucs de marque pour trouver des vêtements, par exemple, ne serait-ce que ça, vêtements colorés pour les hommes, et c'est la croix et la bannière. Et il y a plein de fois où je suis frustré en fait, et ouais, voilà, c'est un exemple. Donc ça me fait penser à ça, ce que t'évoques. Oui. C'est vrai, depuis des années, les hommes me demandent, oui, quand est-ce que une gamme pour hommes, mais j'ai envie de répondre, allez-y, les hommes, créez pour vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez besoin. Ça manque aujourd'hui, il y a de la demande. Et la couleur, oui, bah, c'est les émotions, justement. Ouais. Donc, mettons des couleurs dans nos vies.
Oui, j'avais oublié de faire ce lien. Merci de le refaire. Mais effectivement, c'est ça. Et je trouve ça beau de mettre des couleurs, mettant des couleurs dans cette société qui est un peu terne quand même. Ouais, ouais, c'est noir ou blanc. Ah, Et, je vais quand même te reposer la question, j'ai envie de te titiller un peu. Parce que là, t'as parlé un peu de tes dessous, donc de tes salons. Donc, qu'est-ce que ça a réellement changé? Alors, de façon peut-être ah oui, oui. personnelle, si c'est ok pour toi, dans tes rapports aux hommes, dans tes relations, quelles Hum, qu'elles soient, de ce que tu as envie de partager. oui, je pense que c'est à l'endroit enfin, où je me sens plus en compassion, en compréhension, euh, d'un modèle qui me parlait pas auparavant Mm. et dont je commence à voir un peu mieux les contours, tu vois, les tenants, les aboutissants. Du coup, c'est pour moi plus facile d'accueillir parce que j'ai plus de compréhension sur certains comportements qui peuvent m'apparaître comme durs, tu vois. Mm. En fait, je réalise juste que tu vois, ils sont appliqués à l'endroit d'une peur et j'arrive à même à voir maintenant la peur qu'il y a derrière et, et ça amène plus de douceur en moi. Mm. Quelque chose qui t'accueille du coup plus facilement ce qui est en face. Bah oui, parce qu'on a une tendance à rejeter en bloc la violence, la domination. C'est vrai que je vois au début de ma vie, j'ai beaucoup été face à des hommes en abus d'autorité. Enfin, tu vois, c'est le chemin pour progresser, apprendre à comprendre, euh, évoluer jusqu'à croiser des hommes qui sont un peu plus dans un modèle rebelle et de fil en aiguille arriver à des hommes qui sont complètement perdus dans le système Mm. et puis arriver maintenant jusqu'à des hommes qui sont en chemin pour se réinventer, qui proposent de nouveaux codes. Et c'est ces hommes-là que je rencontre aujourd'hui, que je trouve magnifiques. Moi, j'ai pas à me plaindre. Je suis entourée d'hommes qui créent des cercles d'hommes comme toi, qui font des propositions merveilleuses ouvrir, pour ouvrir les consciences, pour montrer les choses, pour essayer, pour oser. Et, euh, et du coup, ouais, je trouve ça magnifique. Il y a ce festival auquel je participe en Suisse qui s'appelle le Festival de l'éveil et qui est un moment que j'adore parce que c'est vraiment, voilà, alors, la première fois que j'y suis allée, j'y suis arrivée un petit peu en avance pour installer mon stand parce que j'avais plusieurs propositions. Parmi tout ce que je fais aussi du yoga, donc j'avais des ateliers de yoga, tout ça. Et j'arrive avec une copine, on installe le stand, et puis d'un coup, dans la salle, débarque, je sais pas moi, une quinzaine d'hommes, mais vraiment dans leur masculin, dans toute l'expression de leur puissance masculine, et en fait, dans une forme d'équilibre que j'avais rarement vue auparavant. Je les ai vus, je les ai trouvés beaux, ah, Mm. incroyables, et ça m'a, c'est venu me toucher, tu vois, de me dire, waouh, le nouveau monde, quoi. Nouvelle communauté des hommes, juste devant moi. Merci. Merci pour ce partage. Et ça viendrait presque la question qui me venait un peu. Hmm. Du coup, est-ce qu'on doit oublier totalement la virilité? Euh, Si tu me poses la question, j'ai envie de te dire oui. Mhm. Oui, parce que pour moi, la virilité, c'est un modèle has-been dont il faut se départir, en fait. À... C'est trop injonctionnel, c'est trop oppressif pour se sentir libre. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est de faire exploser, c'est le corset des hommes, hein, faire exploser ce corset pour aller fouiller dans ton propre chemin, dans ta masculinité à toi, en fait. Je crois qu'il y a, de la même façon que les féminités sont multiples, il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes. C'est quoi le masculin, en fait? Donc c'est peut-être ça qui serait intéressant d'aller regarder, c'est, ok, la virilité, qui correspond à un modèle de société, je le mets un peu de côté, je vais aller me visiter moi, en fait, de quoi j'ai Mhm. envie.
Et justement, quel est ce corps en fait que j'habite? Et moi, ça qui me vient, mais plus qu'un modèle, est-ce que ça, on parlait de facettes, tu vois, en intro de ce podcast. Euh, Moi, j'aime, en tout cas, c'est ma vision aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est des boules à facettes et qu'il y a des facettes qu'on connaît de nous, qu'on veut choisir d'user, d'activer. Est-ce que il n'y a pas justement une facette de nous, hommes comme femmes d'ailleurs, qui est cette facette de viril et qui on peut choisir en fait donc, dans le ressenti, dans la situation, quelque chose d'activer d'une certaine façon. Voilà, donc que ça soit plus effectivement un modèle, une grande case dans laquelle on est complètement étriqué, mais que ça en devienne une alors il y a vertu qui me vient parce que il me semblait que virilité était aussi associée au mot vertu, ou je sais plus, il me semblait avoir lu que ça quelque part, mais voilà, oui, c'est la question qui me vient. Je te rejoins, en fait, c'est le problème de la virilité aujourd'hui, c'est qu'elle est le seul modèle possible. Et que ça a pris tellement d'importance que ça écrase tout le reste, et que ça écrase notamment le féminin. Donc, bien sûr que ça nous constitue. En plus, je pense pas qu'on puisse l'éradiquer complètement, c'est impossible. Néanmoins, de l'introduire comme tu le présentes, une facette, une possibilité d'aller piocher là, mais au même titre que la vulnérabilité, tendresse, la sensualité, enfin toutes ces choses en fait qui nous constituent. Oui, moi ça me parle en tout cas. Dans là où j'en suis aujourd'hui, je dirais que je le vois comme ça, moi, justement, d'être une boule à facettes, de devenir justement m'autoriser à piocher en fonction de la situation, en fonction de ce qui m'entoure, en fonction de mes ressentis, de quelle facette de moi. Et c'est ça que je trouve ça très riche et kiffant en fait de sortir de ce bloc, de ce monobloc de virilité, d'un homme c'est comme ça, et de pouvoir aller visiter toutes ces facettes. C'est un monobloc monolithique, c'est vraiment et les boules à facettes c'est groovy, donc let's groove. Un peu plus de disco dans nos vies. Ouais, moi et la danse, et la musique, ça me va. On arrive bientôt, tout doucement, vers la fin. Qu'est-ce que tu aurais peut-être comment tu aurais envie d'inviter les hommes et peut-être les femmes, hein, mais justement pour visiter cette sensualité. Il y a plein aujourd'hui, je pense qu'on est à l'ère où tout est à disposition. Internet, on fusionne les cultures, on a plein d'outils. Vraiment, il y a une multitude d'outils. Donc chacun, je pense, peut aller selon ses envies. C'est juste que d'après moi, c'est un mouvement à faire vers l'intérieur. Et donc après, aller vers les pratiques qui nous parlent. Tu parlais de la danse, c'est une magnifique pratique pour aller vers soi. Il y en a plein d'autres. Les cercles de parole, si on a besoin de faire remonter des choses, les constellations, enfin il y a tellement de moyens aujourd'hui à disposition. Je crois que là ça va être chacun va composer sa recette en fait. Mais ce qui est beau, en tout cas, ce que je réalise, ce qui est beau à voir, c'est que moi je vois les choses comme aujourd'hui, c'est comme si la terre était en train de nous parler. Et qu'il y a quelque chose qui remonte des profondeurs à la surface, tu vois. Si on parle de ça aujourd'hui, si on a la possibilité d'évoquer ces sujets aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une faille. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui nous permet, et qui permettent aux choses de se révéler, de se mettre en lumière. Et donc, de surfer sur cette ouverture, moi, c'est vraiment mon maître mot. Ouverture, c'est d'élargir le champ et de permettre aux choses de se vivre. C'est
encore une fois, c'est Françoise Gange qui parle d'un travail d'archéologie, d'aller fouiller sous les strates, parce on a que la surface qui est l'histoire telle qu'on la connaît, l'histoire du patriarcat, puis l'histoire qu'on connaît de nous-mêmes, hein. Et puis d'aller en dessous, et puis strate par strate, d'aller gratter un petit peu, tu sais, comme ils font les archéologues avec leurs plumeaux, de découvrir les trésors enfouis en fait. Qu'est-ce qui se tapit au fond de nous? J'aime bien cette image. Est-ce que tu aurais un mot, une réflexion, une anecdote, un partage pour terminer, quelque chose que peut-être on n'aurait pas évoqué jusqu'à présent, qui te tient à cœur? Let's groove. Oh, non, ben, il y a beaucoup encore à dire, hein, mais tu vois, je laisse ça aussi pour la suite, pour le volet 2, ce que je suis en train de travailler aujourd'hui, qui est tellement passionnant. Je me sens tellement amoureuse de ce sujet. Je sens tellement que, tu vois, j'ai abordé la cinquantaine au début avec une petite tension. En fait, j'ai réalisé que ça me permettait d'ouvrir ma voix et d'ouvrir la voix. Je sens vraiment que je suis à l'ère de la transmission et qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de dire des choses. Et du coup, je me réjouis de bientôt pouvoir partager le volet 2 qui traite justement de toute l'évolution de ce patriarcat et de son essoufflement. Voilà. Et le volet 3 parlera plutôt des parenthèses enchantées de l'histoire, tous les pétages de plomb, parce qu'il y a eu plein de moments où, évidemment, trop de pression, cocotte minute, bim, derrière, le libertinage, tu vois, toutes ces choses qui apparaissent et qui sont super importantes. Et puis, le 4e volet, donc, c'est l'histoire qui me touche au plus profond de mon être, c'est l'histoire qui a précédé l'histoire qu'on connaît. Voilà. Tu penses du coup pouvoir les sortir à quel rythme? T'as une vision un peu de où tu fais Écoute, avec qui est vivant? je travaille quand même assez vite. Donc le volet 2 devrait être prêt au printemps prochain. Donc là. Bah, ouais. Dans quelques mois, dans 2-3 mois, voilà. Et puis la suite, je ne sais pas. Je pense que j'ai besoin de le faire dans la foulée, parce que l'idée c'est que une fois les 4 volets écrits, bien je vais rassembler tout ça en un seul ouvrage, un livre que je vais éditer, publier. Et là, ce qui est chouette, c'est que t'en as fait vraiment, comme je te disais en off avant, t'en as fait vraiment c'est un bel objet. Moi, je suis content de l'avoir dans ma bibliothèque. Et lorsque j'imagine que les 3 autres vont être de cette même forme. Quand tu vas le publier de façon rassemblée, ce qui est super intéressant d'avoir après un ouvrage qui rassemble un peu tout ce travail-là. Tu veux garder cette même forme un peu artistique, ou étant donné pour avoir une plus grande distribution et donc peut-être une plus grande que ta voix porte un peu plus, en tout cas par tes écrits, d'avoir un éditeur plus comment on va dire plus c'est pas commercial qui me vient, mais plus grand public peut-être. Et oui, là j'ai vraiment choisi donc les livres sont imprimés, tu vois, j'ai une grande éthique dans tout ce que je fais, donc sont imprimés par un imprimeur que je connais en chair et en os, qui habite à Carcassonne, qui est un ami. Et donc j'ai à cœur de choisir, d'avoir un beau papier. Tu vois, je fais tout moi-même, et avec lui on peaufine, on cherche. Donc forcément, lui n'a pas les outils pour faire un livre avec une tranche collée.
Là, c'est d'un autre. En plus, du coup, ça devient 1000 exemplaires minimum. Tu vois, si je vais imprimer des livres. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment à cœur de travailler avec lui, de proposer cet objet qui pour moi est un peu collector, tu vois, parce que si t'as les 4 livrets façon artisanale, pour moi ça a plus de cachet que d'avoir le livre. Mais bon, après le livre, comme tu dis, ça a une autre portée. C'est tout aussi intéressant. Oui. L'idée aussi que ça porte quand même. Voilà, c'est ça. Si par hasard ça serait chouette, parce que là on a évoqué tout ce sujet dans ces grandes lignes, mais c'est plus intéressant de s'y plonger pleinement dans ton ouvrage. Si les personnes veulent se le procurer, comment elles peuvent faire? Oui, alors depuis tout récemment, j'ai pas l'âme d'une grande commerciale, mais du coup, j'ai une petite boutique en ligne sur mon site, Les Dessous de Karen, lesdessouskaren.com, je crois. Mais moi, je préfère les interactions. Donc, si tu as envie de rajouter mon mail à la fin dans la description du podcast, je pourrais le mettre. Je préfère, j'aime autant que les gens viennent vers moi, puis après, tu vois, me font un petit message pour me dire ce qu'ils en ont pensé. Voilà. Je préfère être en lien plutôt que de faire quelque chose d'impersonnel. C'est pour ça d'ailleurs que ma boutique en ligne est très mal achalandée. J'ai quasiment rien. J'incite les gens à venir vers moi, en fait. Eh bien, merci Karen pour ce temps passé sur ce sujet très intéressant et écoute, j'espère qu'il parlera aux hommes comme aux femmes, parce que là, je pense que ça va intéresser aussi. Ça concerne les deux. Ah bah oui. Parler du corps sensuel masculin parle de féminin. Alors donc ça parle aux deux, oui. Merci infiniment Loïc de m'avoir invité. Merci pour ce chouette moment. Bah écoute, avec un grand plaisir. J'ai passé un très bon moment avec toi. Bien évidemment, on pourrait encore en discuter et on en discutera. Et puis peut-être que si ce podcast continue à vivre, je te réinviterai d'ici quelques temps et on parlera des autres livres et puis on verra où on en est. Je sais pas, dans un an, tu vois, comment les choses ont évolué. Excellent. Ça pourrait être intéressant. Très intéressant, ça me parle bien. Avec joie. Écoute, je te souhaite une belle fin d'après-midi. De même. Et puis à très bientôt en présentiel, ça pourrait être chouette. Oui, pour danser, avec joie. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt, Karen. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.